Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Ce matin, Sandrine Rousseau est notre invitée ce matin. Je suis allé un peu vite, députée écologiste. Bonjour. Sandrine Rousseau de Paris. Sandrine Rousseau, vous ne deviez pas être là ce matin et je vous en remercie parce qu'on vous a appelé. Je joue carte sur table, évidemment, c'est mieux. On vous a appelé hier soir vers 22h15. vous avez dit oui pour venir. Je devais recevoir Alain Esquer, qui est le lanceur d'alerte dans l'affaire Betaram, mais Alain Esquer est fatigué mentalement et je le comprends. Et c'est lui qui a lancé l'alerte sur Betaram. C'est effroyable. J'ai lu le livre qu'il publie. Là, c'est effroyable ce qui s'est passé à Betaram. Mais vraiment effroyable. Il faut lire ce livre. Et il est fatigué mentalement et donc il a décliné mon invitation. Il nous avait dit d'accord, qu'il venait. Bon, et il est submergé par le nombre de témoignages. Submergé. Bien, donc Sandrine Rousseau, merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais avoir un petit mot pour lui quand même et lui dire reposez-vous, bonne santé. Et c'est aussi pour vous que je suis venue parce que vous avez le droit aussi d'avoir des moments où vous allez moins bien que d'autres et que c'est très important aussi qu'on dise à toutes les personnes qui ont été victimes de violences, notamment dans leur enfance, que oui, on sait que c'est difficile, y compris à l'âge adulte, et qu'il y a des moments un peu moins bien, mais qu'on est tous et toutes là pour non seulement vous soutenir, mais pour suppléer si vous n'êtes plus là. Alors, on va parler de la détresse psychologique avec vous, Sandrine Rousseau. C'est une forme de détresse, de fatigue psychologique de la part d'Alain Esquer, mais pour Alain Esquer. Mais à propos de détresse psychologique, avant de revenir sur ce qui s'est passé à Nantes, vous avez plein de choses à nous expliquer. Sandrine Rousseau, quelques mots quand même sur Betaram. Hier soir, nouveau témoignage de la fille de François Bayrou, qui apparemment, sur Mediapart, affirme que son père savait ce qui s'était passé à Betaram. Moi, j'ai toujours été très surprise que la première réponse de François Bayrou aux questions au gouvernement sur Betaram, la toute première fois où on l'a interrogé, c'était Paul Vanier qui l'a interrogé la première fois. Il a eu cette réponse qui n'a pas été interprétée comme on l'aurait dû, je pense. Il a dit oui, nous savions que nous envoyions là-bas les enfants les plus difficiles pour les discipliner. C'était quelque chose comme ça qu'il a dit. Et en fait, quand on dit on envoie là-bas les enfants les plus difficiles pour les discipliner, qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'on sait que la pédagogie là-bas utilise une forme de violence. On le sait. On le sait. Alors, on sait peut-être pas les violences sexuelles, parce que les violences sexuelles, c'est toujours particulier. Oui. Mais on sait la violence physique sur les enfants, on le sait, puisqu'on envoie les enfants là-bas pour les discipliner. Et donc, cette première réponse n'a pas été écoutée comme elle aurait dû être écoutée, à mon sens. Parce que dès la première réponse, il y avait déjà tous les éléments. Donc, je ne lui fais pas le procès de savoir pour les violences sexuelles, parce que ça, on peut imaginer qu'il y ait réellement des difficultés à savoir ça particulièrement. Encore que peut-être qu'il le savait, mais peut-être qu'il ne le savait pas. Mais par contre, les violences physiques, il ne pouvait pas les ignorer. C'était impossible. Comme beaucoup de parents à l'époque ne les ignoraient pas. D'ailleurs, ça transparaît dans le livre. Exactement, et que c'était une volonté même de dresser les enfants. De dresser les enfants. À l'époque, c'était comme ça. Absolument, et c'est ça le sujet. C'est comment on prend soin des enfants, comment on ne les dresse pas, comment on accepte les violences physiques sur les enfants, comment finalement on accepte aussi des tortures sur les enfants. Parce que ce qui est décrit dans Betaram, c'est des tortures. Ça n'est pas de... oui, des tortures. Voilà. Comment on accepte ça ? Quand on laisse un enfant en pleine nuit par 0 degré, en caleçon et en t-shirt pendant des heures, jusqu'à la limite. C'est de la torture. Jusqu'à la limite, c'est de la torture. Physique et psychologique. Et donc, on les oblige à prendre une douche froide. On les oblige à prendre une douche froide alors qu'il fait 0 degré dehors, qu'il fait 15 degrés dans les dortoirs. C'est de la torture. Et donc, la question, c'est quelles sont les valeurs de ce Premier ministre ? Oui. Quelles sont les valeurs de ce Premier ministre ? Au nom de quoi, finalement, il a envoyé ses enfants là-bas ? Au nom de quoi il a subventionné cet établissement ? Au nom de quoi il a toujours couvert la violence physique qui pouvait y avoir, ou du moins comment il s'est tu sur cette violence ? Comment même il l'a validée ? Comment il l'a validé, puisque manifestement, il validait le projet pédagogique. Donc, quelles sont les valeurs de ce Premier ministre ? Est-ce que ça correspond à la France d'aujourd'hui ? La réponse est non. Bien, alors Sandrine Rousseau, il va comparaître, puis je vais changer de sujet, il va comparaître le 14 mai dans le cadre de cette commission d'enquête parlementaire dont vous parliez. Qu'est-ce que vous attendez là, le 14 mai ? Qu'on le confronte à ses contradictions. Parce que un établissement comme ça qui fait autant de mal à autant d'enfants, s'il a pu
continué, si ce système a pu perdurer, c'est parce qu'il y a plein de personnes qui ont soit fermé les yeux, soit validé, soit été complices. Quel est son degré, en fait, de... Il est complice, pour vous, à vos oui, yeux? Je pense qu'il est complice, mais l'audition le dira. Pour vous, il est complice? Quand on a sa femme qui travaille dans cet établissement, quand on y met ses enfants, quand ses propres enfants ont été victimes de violences, quand on ne voit rien, quand on ne veut pas voir, eh bien, on a une forme de complicité active ou passive, mais on en a une, oui. Bien, Sandrine Rousseau, revenons sur ce qui s'est passé à Nantes. Là encore, une détresse psychologique. Justin, cet adolescent de 16 ans qui a poignardé ses camarades de lycée, une jeune fille est morte. Justin est aujourd'hui à l'hôpital psychiatrique. Donc, s'il a été placé en hôpital psychiatrique, c'est donc qu'il y avait probablement des antécédents, et qu'on s'est aperçu très vite qu'il souffrait, que cet adolescent souffrait. Vous êtes allé dans le cadre, vous avez mené des travaux parlementaires sur la santé psychiatrique et psychologique des Français, et vous êtes allé à Nantes. Oui, j'ai fait une mission d'information sur les urgences psychiatriques parce que j'avais été alertée par des psychiatres sur l'état de la psychiatrie en France. Et dans le cadre de cette mission que j'ai exercée avec Nicole Dubré-Chirat, qui est une députée Renaissance, donc oui. Nous étions 2 députés de 2 groupes différents, nous nous sommes extrêmement bien entendus sur cette mission d'information, et nous avons constaté un état de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie en particulier extrêmement dégradé, et à Nantes en particulier. Alors, je ne sais pas si cet enfant était suivi, pas suivi, s'il aurait dû être suivi, je ne sais pas, et je ne veux pas faire de conclusions trop rapides. Je voudrais d'abord en premier lieu, avoir des paroles très fortes pour les victimes, pour leurs proches, avoir des pensées, avoir une solidarité pour toutes les personnes qui sont victimes de ce drame, y compris la communauté enseignante. Maintenant, je voudrais aussi dire que derrière les couteaux, il faut voir les enfants. Il faut voir les enfants. Et qu'aujourd'hui, les enfants en France vont extrêmement mal. Je le pose de manière très forte, ils vont très mal. Très mal. Le taux de suicide ou de tentative de suicide chez les jeunes femmes, chez les jeunes femmes de 9 à 20 ans, a augmenté de 570%. 570% depuis 2006. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un enjeu de santé publique majeur. Les garçons, eux, ont aussi des gestes auto-agressifs, mais aussi il renvoie l'agressivité à l'extérieur. Un fait de société, un ensauvagement de la société. C'est pas un ensauvagement. Bruno Retailleau. C'est pas un ensauvagement. C'est juste que les enfants vont pas bien. Ils ne vont pas bien, nos enfants ne vont pas bien. Et une société dans laquelle les enfants ne vont pas bien, eh bien c'est une société tout entière qui ne va pas bien. Et il y a 3 raisons majeures. Quand on interroge les psychiatres, les pédopsychiatres, ils nous sortent 3 raisons majeures. La première, c'est les violences intrafamiliales, notamment pendant le Covid. Donc, violences sexuelles et violences physiques. La deuxième, ce sont les réseaux sociaux avec TikTok, notamment TikTok, qui, je rappelle, a une influence extrêmement toxique sur la psyché. Il faut interdire TikTok. Je pense qu'il faut le réguler, oui, ça c'est... En Chine, on n'a pas le droit d'être sur TikTok alors que c'est un réseau chinois. Minutes. Alors que c'est un réseau, chinois et international, parce qu'il y a le TikTok chinois et le TikTok pour le reste du monde. Oui, et je pense qu'il faut vraiment réguler l'accès à TikTok, parce que si vous avez des pensées suicidaires, l'algorithme de TikTok vous envoie des images sombres, vous envoie des posts qui vous incitent encore à aller encore plus mal, en fait. Donc, on a un problème avec les réseaux sociaux. Et puis, la troisième chose, c'est la crainte pour leur avenir, que ce soit sur le plan écologique ou sur le plan géopolitique. Et ça, il faut l'entendre aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne se voient pas d'avenir. Il ne se voit pas d'avenir. Il a laissé un manifeste, ce jeune Justin, dénonçant un écocide globalisé. Enfin, c'est un peu fumeux, hein. C'est 13 pages, peut-être que ça a été pris. Et il parle du système. Moi, j'en ai assez qu'on parle sans cesse du système. Ça veut dire, je sais pas ce que ça veut dire, le système. Non, mais là, c'est quoi le système? Non, mais là, vraiment, un enfant comme ça, qui est capable d'écrire 13 pages complètement nébuleuses, en parlant de la violence. Manifestement, il avait, d'après ce que j'ai lu, a eu quand même des propos. Oui, on percevait chez lui une espèce d'attirance toxique vers la violence, vers toute forme de violence et d'extrémisme. Un enfant comme ça on aurait dû
avoir des signaux d'alerte. Ces signaux d'alerte auraient dû être interprétés. On aurait dû avoir déjà une mise en place de quelque chose autour de cet enfant. C'est-à-dire, est-ce qu'il a vu un infirmier scolaire? Est-ce qu'il a vu un médecin scolaire? Est-ce qu'il a vu un médecin, un psychiatre, un pédopsychiatre? En fait, aujourd'hui, cette tendance que l'on a à ne pas prendre soin de nous-mêmes, à ne pas être attentif à notre santé, qu'elle soit physique ou mentale, particulièrement chez les enfants, eh bien en fait on laisse des enfants en détresse s'enfoncer dans la détresse. On laisse des enfants devenir violents ou violents contre eux-mêmes ou violents contre la société. Mais en fait, c'est notre responsabilité à tous là qui est posée. C'est-à-dire pourquoi cet enfant, pourquoi les signaux qu'il a posés n'ont pas été interprétés? Pourquoi cet enfant, on ne lui a pas tendu la main peut-être à la hauteur de sa souffrance et de sa maladie. Eh bien, c'est ça que je voudrais poser. Alors oui, il y a un sujet autour de la violence et du coup de ce que ça génère sur les autres, mais il y a aussi un problème de santé. D'où vient-elle cette violence, selon vous, dans notre société? Là, je recevais hier Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, et il disait mon slogan pour 2027, ce sera « Travaillez tous ». Travailler tous. Donc il faisait l'éloge du travail. Vous reprenez cet éloge du travail? C'est un gamin, c'est un gamin, donc on va pas le faire travailler. Enfin, non, mais oui, bon, j'oublie Nantes. Non, mais ce qui veut dire travailler tous, c'est un autre sujet, mais travailler tous, ça veut dire mobilisons-nous et parce que vous n'êtes pas totalement sur la même ligne. Déjà que Fabien Roussel travaille sur les slogans pour 2027, je ne sais pas si c'est vraiment la priorité là, mais bon. Et imaginons que nous parlions de 2027 dans la situation actuelle, ce qui est quand même très compliqué. Travaillons aujourd'hui. Le travail est source de souffrance pour 44% des Français et Françaises qui travaillent. Il y a 25% des salariés qui se disent en souffrance psychique extrême. Donc, je veux dire. Aujourd'hui, la question, c'est comment on travaille, pourquoi on travaille, quel est le sens du travail, qu'est-ce qu'on fait, comment on se préserve au travail, comment on a des conditions de travail qui nous permettent d'être épanouis dans un travail, mais aussi d'avoir un temps hors travail qui nous permet de nous reposer. C'est pour ça que moi j'avais posé le droit à la paresse, parce que on est dans une société... C'est vraiment très contradictoire avec ce que dit Fabien Roussel, hein. Mais j'espère pas, parce que quand on parle de droit à la paresse, on dit que en fait on travaille d'autant mieux qu'on a le temps de se reposer, qu'on a le temps de voir ses proches, qu'on a le temps de faire bien les choses, qu'on a du temps pour soi. Et aujourd'hui, c'est peut-être ce qui nous manque le plus, du temps pour nous-mêmes. Encore une fois, on parle de santé mentale, mais on va bien quand on a du temps pour nous-mêmes. Et donc, on est dans une société, et on le voit avec Trump, Musk, qui nous conduisent à être dans du toujours plus, de la croissance, de l'extractivisme. Là, j'ai vu que Trump voulait aller extraire des ressources des profondeurs de l'océan, qu'il voulait annexer le Groenland. Ça fait plusieurs mois qu'on le sait. Il y a 85% des coraux qui sont en train de disparaître. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans quelque chose où on va chercher l'argent plutôt que nos conditions de vie. Et c'est vrai pour le travail, comme pour la planète. Il faut désindustrialiser. En tout cas, il faut pas désindustrialiser, mais il faut se poser cette question fondamentale: de quoi on a besoin? Oui. De quoi on a besoin vraiment? Et qu'est-ce qui est superflu dans notre consommation? Qu'est-ce qu'on prend, qu'on utilise, qu'on jette comme ça et qui n'a aucune valeur en fait, et qui détruit à la fois des vies et de la planète? C'est pour ça que vous avez dit l'aviation n'est pas une industrie d'avenir? Ça n'a aucun rapport ou ça a un rapport? Mais ça a un rapport, parce que l'aviation fait partie de ces industries qui nous menacent, qui menacent notre avenir véritablement, parce que ça émet énormément de carbone, et que le carbone que ça émet a un pouvoir radiatif qui est beaucoup plus fort. Mais ça permet aussi à des dizaines de milliers de personnes de vivre, ou des centaines de milliers. Absolument. Mais bien sûr, mais c'est précisément l'orientation de notre système économique que l'on doit interroger. C'est-à-dire que si on a un système économique qui préserve la planète et qui préserve nos conditions de travail, ça veut dire que on travaille un peu moins mais qu'on travaille mieux, ça veut dire qu'on travaille dans des secteurs qui sont moins carbonés que l'aviation, mais ça veut dire qu'on crée des emplois. Je prends par exemple l'agriculture, mais je pourrais prendre d'autres industries, prenons n'importe quel secteur en réalité, mais même l'aviation. Si on travaille
correctement, si on fait des choses qui sont durables, eh bien, à la fin, on a non seulement des métiers qui sont plus riches, mais aussi on a des activités qui sont plus intensives en main-d'œuvre. Et là, courir vers l'aviation, on se souvient qu'à la sortie du Covid, l'aviation avait bénéficié de plusieurs milliards pour essayer de faire un avion vert. Tout cela est une forme de fiction dont il faut que nous sortions, c'est-à-dire il n'y a aucune technique, il n'y a aucun progrès technique qui nous sauvera aujourd'hui. Ça peut nous améliorer nos conditions de vie, ça peut résoudre quelques problèmes, mais ça ne nous sauvera pas dans la difficulté. Si, je crois au progrès technique, mais pas pour sauver la planète. Pas pour sauver la planète. Mais non, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est à la fois une question de carbone, c'est à la fois une question de biodiversité. La biodiversité s'effondre, les coraux sont en train de blanchir. Des éoliennes qui décapitent les oiseaux. Non, mais... non, mais attendez, vous avez vu à Montpellier. Oui, ça n'est pas de la même ampleur. Ça n'est pas de la même ampleur. Et par ailleurs, il y a des études contradictoires sur les éoliennes. Et encore une fois, entre un avion et une éolienne, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, c'est tout. Et je sais que quand je parle de ça, l'aviation, j'ai reçu des tonnes de mails me disant mais vous êtes folle, vous êtes dangereuse. Bon. Outre le fait que je ne suis pas folle et que quand bien même je le serais, que ça participe de la santé mentale et qu'il faut qu'on l'entende, ça fait partie d'enlever la discrimination sur les personnes qui ont des souffrances psychiques. Donc ça n'est pas une insulte, première chose, mais deuxième chose, interrogeons-nous sur ce dont nous avons besoin. Est-ce que nous avons besoin aujourd'hui de mettre nos milliards sur de l'aviation ou est-ce que nous avons besoin de mettre nos milliards sur des services de proximité, sur du service public, sur de la santé, sur de l'isolation des logements? Concret. Nous avons peut-être besoin de mettre des milliards dans notre défense. Et on a doublé le budget de la défense, on l'a doublé. On a voté une loi d'orientation sur la défense, on a doublé. Vous l'avez voté. On a doublé le budget. On est le pays d'Europe qui mettons le plus sur notre défense. Ça suffit, là. Non, je dis pas que j'en sais. Enfin, je sais que si ça suffit ou si ça suffit pas, mais là, je veux dire, maintenant, il y a une défense européenne à mettre en place. Ça n'est pas à la France de faire l'essentiel des efforts. Voilà. Et qu'on n'aura pas. On est dans une espèce de fuite en avant qui nous met en danger, mais de vie ou de mort. Enfin, je veux dire, il faut quand même s'en rendre compte. Donc, quand est-ce qu'on a une forme exaspéré, je vous sens de pacifisme presque au bord d'un burn-out. Ah non, je suis pas du tout en burn-out. Ah bon, d'accord. Non, je suis pas en burn-out. Alors ça va. Oui, non, mais parce que je vous sens exaspéré par le monde dans lequel vous vivez là. En fait, je veux dire, c'est Trump, Musk et Poutine qui vont décider de notre avenir. En fait, c'est ça le sujet aujourd'hui, alors que vraiment l'avenir de nos enfants est aujourd'hui en danger et qu'on suit, mine de rien, l'idéologie de ces gens-là. C'est-à-dire que on est sur du travailler plus, sur de la croissance, sur de l'extractivisme. On va aller se séparer, on va aller partager l'Ukraine parce que ça a des ressources pour continuer notre système de consommation tel qu'il est. On n'a plus aucun sens dans nos vies, plus rien ne fonctionne. Il y a des territoires où il n'y a plus un psychiatre, il y a des territoires où il faut plusieurs mois pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste. Il y a des gens qui font des centaines de kilomètres pour aller avoir un scanner et ils attendent plusieurs mois aujourd'hui. Il y a des gens qui perdent des chances de vie parce qu'ils n'ont pas de scanner ou d'IRM à temps. Et en fait, là, on est en train de se dire c'est l'aviation la priorité, alors qu'il n'y a pas de médecins dans certains territoires. Plus rien ne fonctionne. Il n'y a plus un service public qui fonctionne dans certains territoires. Et là, on se trompe totalement de priorité quand on met des milliards sur des secteurs comme l'aviation, l'intelligence artificielle, alors que les gens ont besoin juste de vivre correctement dans leur territoire. C'est ça qui m'énerve, Monsieur Bourdin. Bon, voilà. Je sens que vous êtes Sandrine Rousseau. J'ai 2-3 questions sur ArcelorMittal. Est-ce qu'il faut désindustrialiser? Est-ce qu'il faut, je sais pas moi, nationaliser? Est-ce qu'il faut... Ça fait partie des solutions qui sont sur la table que l'État s'engage davantage. Oui. Au capital? Oui, au capital de ces industries. Si on estime qu'elles sont prioritaires nationalement, eh bien, enfin que ce sont des priorités nationales, et ArcelorMittal produit des choses qui sont absolument indispensables dans notre secteur, dans notre industrie. Eh bien, que l'État s'engage à nationaliser ou entre au capital et permettre comme ça d'orienter les décisions qui sont prises, mais aussi de mettre de l'argent dans de l'investissement sur ces industries-là, et bien peut-être que ça fait partie des solutions que nous devrions regarder bien plus attentivement plutôt que d'aller vers un libéralisme sans fin.
Voilà, Bien. qui fait que Bon. on prend l'argent public quand il s'agit de diminuer les impôts des grandes entreprises, de diminuer les cotisations sociales qui affaiblissent, par exemple, le système des retraites. Mais par contre, l'argent public ne sert pas quand il s'agit de sauver des emplois. Peut-être que c'est cela la solution. Bon, Sandrine Rousseau, j'ai 2-3 questions. Demain, ce sont les obsèques du pape François. Alors, vous avez rendu hommage au pape, une pensée, et à tous les catholiques du monde, hein, une pensée à toutes, Oui. à toutes et tous les catholiques du monde. Mais vous dites quand même, j'en ai un peu ras-le-bol de cette papa-folie, quoi. Comment je pourrais l'appeler de cette nom? Je trouve que mettre les drapeaux en berne, C'est quoi? c'est pas respectueux de la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Alors certes, c'était un chef d'État étranger du Vatican, Oui. mais ça n'est pas respectueux. On peut avoir une pensée très forte pour les catholiques. On peut comprendre ce que dit cette mort pour plein de personnes. Il n'y a pas de problème avec ça, c'est le respect de la foi individuelle et au contraire. Mais par contre, que l'État s'engage comme ça, à ce point-là, dans un deuil national, parce que les drapeaux en berne, c'est une forme de deuil national, pour moi, c'est ne pas être au bon endroit, c'est ne pas être à la bonne distance. Je rappelle que quand on a séparé l'Église et de l'État, on l'a fait pour une raison, c'est que l'État devait être à équidistance de toutes les religions, que l'État devait être le garant d'une équité, d'une égalité de traitement de tous les citoyens, quelle que soit leur religion. Et en fait, c'est très important de le poser parce que ça permet de laisser la religion là où elle doit être, c'est-à-dire dans une foi personnelle et privée. Mais elle ne peut pas être une religion d'État. C'est vrai pour toutes les religions, ça, Sandrine Rousseau. C'est vrai absolument de toutes les religions. Bien, je termine avec le commentaire de Marine Tondelier après son élection. Je veux bien encore une fois qu'on m'explique que tout va mal au sein d'Europe Écologie, d'Europe Écologie, des écologistes, pardon, et qu'il y ait des gens qui soient déçus, et en particulier Sandrine Rousseau, c'est possible, mais ça ne m'empêche pas de dormir. Très bien, qu'elle dorme bien. Il n'y a pas de problème. Moi, je dis juste que, quand même, j'ai une petite inquiétude pour notre parti. Je le pose de manière très tranquille, mais j'ai une petite inquiétude pour notre parti. Laquelle ? Parce que je trouve que la manière dont s'est déroulé ce congrès, alors évidemment, ça ne va pas révolutionner ni la France ni le monde. Non, il y a eu 6 000 votants, je crois, ou 7 000 votants. Mais c'est ça, il y a eu 6 000 votants sur 200 000 sympathisants, ce qui est très faible et qui devrait nous interroger. Oui. Et puis, quand on est aussi critique de la Ve République, de sa personnification, de la concentration des pouvoirs dans les mains d'une seule personne, eh bien je pense que nous devrions avoir un contre-modèle à l'intérieur de notre parti, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est un parti dans lequel il y a une forme de concentration des pouvoirs, de personnification et d'absence de contre-pouvoir qui n'est pas totalement respectueux de la démocratie telle que nous la pensons à l'extérieur. Et donc je dis juste, mais avec beaucoup de tranquillité, que ça n'est pas le parti que j'ai connu et que... Vous allez le quitter ? Vous pourriez le quitter ? Non, pour l'instant c'est pas la question, mais en tous les cas je voudrais juste qu'on revienne à nos fondamentaux qui sont que l'écologie a aussi été une autre manière d'être en démocratie et que nous devrions retrouver cela parce que finalement c'était... une bonne manière d'être en démocratie. Merci Sandrine Rousseau d'être venue nous voir ce matin. Il est 8h58, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. Christine Bouillot, juste après les infos de 9h.